Alors, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, chers amis du service historique de la Défense, cher Éric Emeraude, j'ai le grand plaisir de vous accueillir ce soir au château de Vincennes, au service historique de la Défense, pour remettre à Éric Emeraude le prix que son ouvrage « La traque et mon métier » a reçu à l'occasion de la 2e édition du prix des lecteurs du SHD, lecteurs dont certains d'entre eux nous ont fait le plaisir d'être présents ce soir, impatients de vous rencontrer et de vous entendre. Et je vous remercie tous et toutes de votre présence. Je suis très heureuse de vous remettre ce prix à double titre. D'abord, vous succédez à Michel Goya et vous nous avez dit vous-même le plaisir que vous aviez à succéder au lauréat de la première édition de ce prix qui a été créé en 2020 à l'initiative des bibliothécaires du service historique de la Défense dont l'esprit d'ingéniosité ne saurait avoir de limite. D'autre part, si le service historique en est l'organisateur, ce sont bien les lecteurs qui ont élu votre ouvrage parmi une sélection drastique de publications, toutes de grande qualité. La traque est mon métier, voilà bien un titre éloquent, et qui donne évidemment immédiatement envie d'en savoir davantage sur l'activité intense que vous avez eue à la tête de l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes de guerre. Passé sous les fourches caudines d'un comité de sélection, composé d'historiens civils et militaires, d'archivistes et de bibliothécaires. 10 titres seulement avaient été retenus parmi toute la production éditoriale, mais votre livre s'est hissé en tête des votes du public lors d'une votation vive et soutenue. Je crois que c'est la plus belle des reconnaissances que vous pouviez espérer, celle de vos lecteurs. C'est donc au nom de tous ceux qui fréquentent les salles du service historique de la Défense, qui consultent son site internet, qui visitent ses expositions, qui utilisent ses ressources en ligne, et tous ces lecteurs dont je me fais le porte-parole ce soir, que j'ai le plaisir de vous remettre ce prix ce soir. Les lecteurs ont choisi cette année, de manière originale, un témoignage très poignant, écrit dans un style vif et prenant. Il nous replonge dans des périodes récentes où vous avez été, avec votre équipe, confrontés à des horreurs indicibles. Malheureusement, point que vous partagez avec les archives de ce service. Vous y avez eu une action non seulement élogieuse, mais aussi efficace, puisque vous avez été l'acteur de l'arrestation de criminels de guerre. Vous avez permis à la justice de passer, et aux victimes et à leurs familles de savoir qu'elles n'étaient pas oubliées. En conclusion, je voudrais vous redire vraiment mon plaisir de vous accueillir ici ce soir, dans le fief de l'histoire militaire. Donc c'est en l'honneur de tous ces lecteurs que j'ai le plaisir de vous remettre cette médaille du service historique de la Défense. Merci beaucoup. Eh bien, c'est ça. Et vous pourrez mesurer effectivement le poids de l'histoire avec cette médaille. Chers amis, je vais laisser la parole à celui que nous avons le plus surtout envie d'entendre ce soir, qui va nous présenter son livre. Ce que je vous propose, c'est qu'après votre présentation et après un temps d'échange, nous nous retrouverons autour d'un petit cocktail, durant lesquels tous ceux qui souhaiteront pourront échanger avec vous encore plus directement. Donc, merci à vous et à vous la parole. Alors, Madame le conservateur général, Messieurs les officiers généraux, Mesdames et Messieurs, chers amis lecteurs, lectrices, je suis très honoré de l'accueil que vous avez réservé à la traque et mon métier et d'avoir été primé donc, par les lecteurs, comme vous l'avez rappelé, Madame. Ce prix, je voudrais d'abord le dédier aux enquêteurs et aux enquêtrices de l'OCLCH, qui me font aussi l'honneur d'être présents dans cette salle. Et parce que finalement, tout ce travail, c'est un travail d'équipe. Et à partir du moment où on est tous projetés au Rwanda,
ou en Libéria ou dans d'autres pays, forcément, on est, et ça c'est la remarque que je m'étais faite la première fois que je me suis retrouvé au Rwanda, puis c'est quand même dingue d'être dans un pays au fin fond de l'Afrique et de faire des enquêtes judiciaires pour essayer de faire en fait fonctionner ce qu'on appelle la compétence universelle, terme sur lequel je reviendrai un peu plus tard. Donc c'est quand même quelque chose d'assez incroyable de pouvoir réaliser ce type d'enquête dans ces conditions. Je voudrais aussi le dédier à l'écosystème dans lequel nous évoluons, parce que c'est une tâche tellement compliquée de rendre la justice aux victimes, comme vous l'avez dit, que finalement, si ce travail n'est pas fait en étroite collaboration avec d'autres, donc j'entends les services français, qu'ils soient services français de renseignement, services français de police judiciaire, Tracfin et autres. Ensuite, évidemment, à l'international, avec toutes les structures internationales dans lesquelles on évolue, dont vous avez certainement maintenant entendu parler à cause de l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie depuis le 24 février. J'entends la Cour pénale internationale, bien sûr les organisations de type Eurojust, Europol, les différentes commissions de l'ONU qui travaillent à nos côtés, ou en tout cas les différents mécanismes. Donc voilà. Et puis, bien sûr, les magistrats, les magistrates du pôle spécialisé, ainsi que les assistants spécialisés qui travaillent aussi auprès de ce pôle, et les ONG, que je n'oublie pas, qui sont pour nous aussi très importantes, dans la mesure où elles vont nous apporter parfois ce que nous ne pouvons pas obtenir directement sur le terrain par faute de moyens, et puis parce qu'on a des gens qui sont dans ce type d'ONG, de structures, qui sont vraiment engagés dans la lutte contre l'impunité. Ensuite, je voudrais donc dire que ce prix revient alors normalement aux éditions Plomb, qui m'ont fait confiance. Évidemment, quand le succès est présent à la fin, et quand les lecteurs me font le plaisir de gratifier le livre, c'est effectivement une grande joie, d'autant que le livre est en cours de traduction, qu'il sera donc bientôt déployé sur le continent nord-américain, ce qui est plutôt dans l'autre sens, en fait. C'est plutôt dans l'autre sens que ça se passe, donc je suis quand même assez content. Et puis, ça me permet aussi de travailler sur l'écriture d'un nouveau roman. J'ai travaillé dessus depuis 2 ans. Ça commence à arriver à la fin. Je me suis fait un peu coincer à cause de Poutine, pour dire la vérité, puisque celui avec lequel j'écrivais, qui s'appelle Stephen Bowell, qui doit être bientôt, qui doit arriver aussi peut-être, m'avait dit non mais il est là. M'avait dit dans le cadre de ce nouveau projet, il faudrait trouver quelque chose qui soit assez centré sur l'Europe de l'Est. Donc, comme j'avais vécu 5 ans en Bosnie-Herzégovine, comme vous l'avez dit, j'ai été un peu chercher en rayon ce que j'avais. Et donc, j'ai construit une histoire fictionnelle sur un projet d'attentat qui devait avoir lieu le 14 septembre 2021 dans la cathédrale Sainte-Trinité. Je vous dévoile un peu je spoil un peu l'histoire. Et qui aurait été attribué aux ultranationalistes ukrainiens, lesquels derrière justifiaient de l'intervention de la Russie en Ukraine. Voilà. Donc, pour parler du livre, au début, en fait, j'ai voulu faire en sorte que le livre soit traité un peu comme un thriller, comme une enquête judiciaire, mais l'idée, c'est un peu la même chose, c'est à travers ce livre, de faire comprendre, déjà, de mettre en valeur l'Office, qui était finalement pas très connu à l'époque. Donc ça, c'était la première des raisons. Et puis la seconde, c'était aussi de montrer à quel point la lutte contre l'impunité était capitale en 2020. Donc maintenant, on est en 2022, tout le monde, je pense, a bien compris à quel point c'était important. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, finalement, et c'est bien normal, puisque finalement, ces crimes contre l'humanité, ces crimes de guerre ont toujours été présents dans l'histoire de l'humanité, mais ces dernières années, c'est la lutte contre le terrorisme qui est devenue prioritaire. Et finalement, cette partie-là est passée un peu derrière, etc.
Donc je trouvais important de les remettre au moins sur le même pied d'égalité que la lutte antiterroriste. Alors, on aurait pu penser que la fin du XXe siècle nous aurait amené à avoir un XXIe siècle beaucoup plus éclairé. Force est de constater qu'on est loin du compte et la réalité quotidienne nous rattrape tous les soirs sur les différentes chaînes de télé. Juste rappeler quelques mots sur la justice internationale. Vous savez, ça va faire plaisir à Kelly Jane, que finalement ce premier concept de droit humanitaire international a été créé par le Genevois Monnier, cofondateur du Comité international de la Croix-Rouge. Et ensuite, évidemment, il voulait mettre en place ce droit pénal, mais il n'a pas eu gain de cause dans ses activités. Arrive la Première Guerre mondiale, puis la Seconde Guerre mondiale. Seconde Guerre mondiale, les différents tribunaux Nuremberg 45. Là sont créés les différents concepts de crimes contre l'humanité et de génocide, parce qu'avant, on ne savait pas mettre un mot. C'est quand même assez dingue. Avant 1948, 45, on ne savait pas mettre un mot sur le terme de génocide. C'était des exactions, etc. Donc voilà. Ensuite, on a un long plateau qui est lié à la guerre froide, jusque dans les années 90, où avec les guerres des Balkans et le Rwanda, tout ça revient en fait sur la place directement, la place publique, et surtout on découvre à quel point les horreurs et les atrocités ne sont pas très loin de nos frontières, notamment pour les Balkans. Et donc en 98, l'année 98 porte création, du statut de Rome, et portant création de la Cour pénale internationale pour 2002. Donc forcément, moi, quand je dois reconnaître qu'en fait, quand je suis arrivé en Bosnie-Herzégovine en 2012, j'étais pas forcément au fait de ces problématiques de crimes contre l'humanité, de génocide. C'est quelque chose d'assez loin, comme la plupart des Européens. Pourquoi ? Mais parce que une majorité de nos parents, grands-parents, sont morts pour qu'on puisse vivre dans cette bulle de paix et de prospérité. Donc, et c'est finalement en étant confronté pendant 5 ans au quotidien de Bosniaques, mais aussi de Serbes ou de Croates, qui se sont retrouvés pris dans une espèce de dynamique collective meurtrière, que je me suis dit, en rentrant après en France, qu'il me semblait important de lever le capot du moteur pour comprendre comment, finalement, tout ça pouvait se mettre en place. Comment on pouvait transformer un être humain ordinaire en un tueur ordinaire. Et je me suis rendu compte à ma stupéfaction que finalement, ce n'est pas forcément très compliqué. Et quand on regarde actuellement ce qui se passe en Russie, on a un exemple en live. C'est-à-dire que un homme pour vivre a besoin de sens, mais il a besoin de sens pour tuer. Donc à partir du moment où on lui donne le sens qui va bien, en l'occurrence, il suffit de dire qu'en face de nous, on a des nazis et qu'il faut les exterminer, eh bien, toute la machine peut, comme ça, gentiment se mettre en place, etc. Sur les dynamiques meurtrières collectives, ça a été quand même un élément qui m'est paru très important et que j'ai découvert finalement en Bosnie-Herzégovine, où je me suis rendu compte qu'en lisant après derrière le livre que je cite assez souvent de Jacques Semelin, Purifier et détruire, déjà le titre en soi est suffisamment évocateur, que finalement en créant un nous, en créant cette doxa en fait du nous, on peut assez facilement faire adhérer les gens à cette logique. Le nous est créé avec des notions nationalistes, ethniques, religieuses, et elle s'impose de fait aux différentes personnes qui adhèrent au concept. Et une fois que ce nous est créé, il va derrière s'opposer à l'autre qui est l'ennemi extérieur, qui va être identifié. Alors le nous présente plusieurs caractéristiques. La première, c'est qu'il a un idéal de pureté. Et ce qui est assez dingue, c'est que vous retrouvez à chaque fois les mêmes logiques. C'est-à-dire que si vous prenez les nazis, vous avez la même chose. Les Serbes, c'est pareil. Si vous prenez Daesh, vous allez retrouver la même chose. Donc le nous a un idéal de pureté. En général, il s'oppose à l'autre qui ne cherche qu'à une chose, c'est le détruire. Et donc cette logique en fait, de paranoïa va amener ce que j'appelle la peur,
pas la peur, va ensuite transmuter en haine. Et la haine, une fois que les conditions économiques, sociales sont favorables, deviennent des crimes contre l'humanité, puisque on peut assez facilement tout ça se transformer en guerre. Donc voilà pour ce qui est de ces conditions, on va dire, ces mécaniques meurtrières collectives que je décris dans le livre, qui me semblaient importantes, puisque c'est quand même ça qui draine en fait tout le système. Et le 29 septembre, Félicien Kabuga va être jugé à La Haye. Il fait partie de ces gens qui ont créé ce nous, qui ont conçu, en fait, puisque le système est basé sur les concepteurs, donc qui sont des intellectuels, des religieux, parfois des historiens, et les politiques. Ensuite, tout le système, toute la mécanique meurtrière s'appuie sur des corps intermédiaires, qui sont ceux qui vont mettre en route la machine de guerre, entre guillemets, donc police, préfecture, administration, gendarmerie, armée. Et enfin, elle s'appuie sur la masse des exécutants, qui sont pour la plupart du temps ceux qui vont être derrière les machettes et passer leur journée à découper des individus, et souvent avec une logique de prédation, parce que derrière le crime contre l'humanité, il y a toujours la logique de prédation. Donc voilà, ça c'était pour les logiques, on va dire, meurtrières collectives, que j'explique un petit peu dans le livre. Ensuite, dans ma réflexion, je me suis dit, bon, ok, très bien, mais qu'en est-il de l'individu ? Puisqu'une fois que l'individu est noyé dans ces mécaniques, il a encore le libre arbitre. Or là, on s'aperçoit que, là aussi, quand on étudie les lois de psychologie sociale, notamment les différentes expériences de Milgram ou Stanford, etc., on a en fait, en matière de criminologie, il y a très peu de criminologues qui sont intéressés finalement aux criminels de guerre. C'est ça qui est assez dingue. Si vous recherchez, vous vous posez la question de savoir, tiens, allez, je vais essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ben, moi, je n'ai trouvé qu'un seul livre intéressant, c'est le livre de Pierre Tisse, qui a bien décortiqué en fait la criminologie du criminel de guerre en 3 grandes hypothèses. La première hypothèse contextuelle, en gros, là, c'est la brutalisation de la guerre qui fait vriller un individu et qui peut l'amener à devenir un tueur. Mais cette hypothèse est insuffisante au regard de l'expérience et des descriptions qu'a pu en faire Christopher Browning, notamment dans la 101e division qui a, donc à partir de 1941, a mis en place la solution finale à Józefów, notamment en Pologne. On s'aperçoit que cette brutalisation n'est pas suffisante, qu'il faut aller chercher derrière. Et là, on s'aperçoit que la soumission à l'obéissance devient un des critères essentiels pour que des individus puissent devenir des tueurs. Mais, c'est assez bien décrit dans ce livre, le commandant Trapp, quand le matin même il réunit l'ensemble des troupes pour leur dire ce jour, ce que vous allez faire va être extrêmement compliqué, parce qu'il s'agissait d'assassiner 1800 juifs dans la journée. Ceux qui ne veulent pas le faire, vous pouvez faire un pas de côté. Et alors, on a à peu près 30% des soldats qui vont faire un pas de côté. Et ce qui est assez incroyable, c'est que finalement, on retrouve à peu près tout le temps les mêmes proportions. C'est-à-dire que dans l'affaire de Milgram, on a 65-70% des gens à qui, alors vous connaissez tous l'affaire de Milgram, bon, vous savez que c'est une expérimentation qui a été menée pour amener des individus, on va dire ordinaires, à devoir sanctionner des réponses qui ne seraient pas dans le bon sens par un choc électrique, avec une variation de X volts, au maximum, je crois que c'était 450, etc. Bon, quand même 65% qui vont au bout des 450, c'est-à-dire qu'en face, ceux qui reçoivent l'électricité, qui sont des acteurs, hurlent. Mais quand bien même, parce qu'à côté de ces personnes-là, vous avez un individu en blouse blanche qui donne des directives et qui dit de toute façon, ce n'est pas toi qui assumera la responsabilité de ce que tu es en train de faire, puisque je suis là en blouse blanche et c'est moi qui vais la prendre, cette responsabilité, eh bien, les hommes comme les femmes balancent 450 volts. Et cette expérience qui avait été menée dans les années 60, si ma mémoire est bonne, puisqu'il s'agissait justement de comprendre ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale,
a été rejoué dans les années 90 et on s'est rendu compte qu'on retrouvait exactement les mêmes données, c'est-à-dire que ça n'a pas évolué dans un sens ou dans l'autre. Et ensuite, si on le reporte sur n'importe quel continent, on va retrouver exactement les mêmes chiffres. Donc cette expérience-là est intéressante. Alors, ça c'est c'est ce qu'on appelle les théories situationnelles, que je résume par la théorie du cornichon. C'est-à-dire que, ce qui est facile pour les journalistes, parce que quand on leur dit théorie du cornichon, ils vous regardent en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire. Donc quand vous prenez un cornichon doux que vous le trempez dans un bocal de vinaigre, il va prendre l'acidité de son environnement. Et c'est une des raisons pour lesquelles on considère que des soldats peuvent, d'un seul coup, partir un peu en vrille, peuvent partir en vrille, comme dans les gangs, en quelque sorte. C'est exactement le même apprentissage que l'on trouve dans les gangs, où le premier va commencer à tuer, le deuxième va se rendre compte que finalement c'est pas si difficile que ça, etc., pour arriver après au carnage de My Lai, qui est aussi un des exemples révélateurs de ce qu'on peut My Lai, qui est cette ville au Vietnam, village au Vietnam où 400 villageois ont été assassinés. Donc voilà, autre expérience, celle de Zimbardo, qui est en fait celui qui a mis en valeur cette théorie du cornichon, où il avait pris des prisonniers et des gardes qui étaient aussi considérés comme des gens ordinaires et qui, au bout l'expérience devait durer 1 mois, elle a duré 6 jours, parce que chacun avait pris tellement à cœur son rôle qu'au final, les gens étaient devenus de véritables tortionnaires vis-à-vis des autres, etc. Dernière hypothèse, l'hypothèse de la pomme pourrie, ça aussi s'appelait bien aux journalistes, qui est en fait finalement l'hypothèse de l'individu qui a déjà en soi qui est déjà vrillé en quelque sorte, et qui, lors d'une guerre, lorsque tout est débridé, il va pouvoir donner libre cours à ses pulsions meurtrières. Donc maintenant, les choses ne sont pas cloisonnées, on a souvent un mélange des trois, etc. Et c'est ce qu'on peut voir finalement en Ukraine actuellement, quand on parle de ces soldats qui sont livrés à eux-mêmes. C'est pour moi typiquement les trois hypothèses qui jouent en la matière. Voilà, alors, une fois qu'on a dit ça, on sait que notre cerveau finalement est notre meilleur ami, comme toujours, mais qu'il est finalement notre meilleur ennemi. Et si on ne prend pas conscience de ces difficultés, ou en tout cas de la façon dont on peut vriller, eh bien, il faut aller chercher au-delà. Donc je me suis dit, bon, parce que je donne aussi quelques cours ou conférences à des étudiants, et je trouve que c'est important de pouvoir communiquer ce type d'expérience à notre jeunesse. Et je leur ai dit, comment est-ce qu'on peut faire en sorte finalement de ne pas devenir un bourreau, en fait. Et ça, c'est une autre question qui est beaucoup plus importante. Alors là, j'ai 2 pistes. La première qui m'a été, entre guillemets, que j'ai lu dans le livre de Pierre Bayard qui s'appelle... qui porte bien son titre, puisque c'est « Aurais-je été un bourreau ou un résistant ?» qui finalement reprend l'histoire de son père en se disant, voilà, si j'avais été à la place de mon père en 40, qu'est-ce que j'aurais fait? Et avec beaucoup d'objectivité et de lucidité et d'humilité, finalement, il considère qu'à la fin, il aurait fait partie du ventre mou de ceux qui suivent et qui se disent, bon, on va voir comment ça évolue, etc. Mais pour autant, il a quand même bien décortiqué les choses et en fait, il parle de la révélation de la personnalité potentielle. Et c'est ça que je trouve assez intéressant parce que, et c'est pour ça que la montagne, pour moi, a été révélatrice, parce que la personnalité potentielle, c'est une personnalité que vous avez en vous qui va se révéler lorsque vous vivez un événement catastrophique, important, où vous allez risquer votre vie, etc. Ce qui nous arrive assez souvent, nous, en tout cas en tant que gendarme, ça peut nous arriver, mais les militaires aussi, bien sûr. Mais quand vous n'êtes ni gendarme, ni militaire, etc., c'est assez difficile de trouver ce moment où vous allez y passer, quoi, en quelque sorte. C'est un peu comme du cristal que vous jetez par terre et qui va se briser selon des ondes de forme préétablies. Et cette personnalité potentielle, c'est celle qui va vous permettre, en fait,
de vous révéler et de faire ce choix dans la bifurcation, dans l'aiguillage. Est-ce que je vais être un bourreau ou est-ce que je vais être un résistant? Alors bien sûr, dans la façon dont il décortique les choses, c'est assez intéressant parce qu'il y a quels sont les éléments qui vont vous pousser à devenir un résistant. Donc il parle de Cordier, par exemple, qui lui va s'indigner et va dire, puisque c'est comme ça, je ne peux pas accepter que mon pays soit envahi par les Allemands, je pars à Londres. Ou alors Romain Gary, qui de la même manière va partir de cette manière-là. Mais bien sûr, on a aussi l'empathie, les justes, tous ceux qui, en France, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont protégé des Juifs, mais pas seulement. Quand vous prenez aussi au Rwanda, et pourtant, je peux vous dire, mes collègues connaissent bien le Rwanda, c'est un petit pays. En France, juste, c'est déjà quelque chose d'extrêmement noble, mais quand vous êtes au Rwanda, tout le monde se connaît. Quand vous faites le choix de protéger un Hutu, quand vous êtes un Tutsi, pardon, quand vous êtes au Rwanda, croyez-moi, c'est quelque chose d'assez... il faut prendre sur soi, quoi. Donc il y a de l'empathie, il y a aussi le caractère divin des choses, le fait de croire, etc. Et ce qui va être ce qu'on appelle derrière les contraintes qui vont balancer dans ce choix, ça va être la peur, pour soi, mais aussi pour sa famille, la peur d'être arrêté, la peur d'être torturé, etc. Mais pas seulement, il y a aussi l'incapacité de sortir en fait des cadres de pensée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez été mis vous avez intégré une doxa, comme celle qui vous a été inculquée dans les cadres des dynamiques collectives, il vous est impossible de vous en sortir. Donc voilà, et tout ça va vous permettre de révéler donc cette personnalité potentielle et cette présence en soi. Et ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que je l'explique aussi à nos jeunes étudiants, c'est que c'est à eux à faire ce travail de densification. Et malheureusement, je vois qu'actuellement, on a de moins en moins de personnes qui soient denses. On a plus de papier buvard qui absorbe comme ça que véritablement des gens qui soient vraiment très très solides. Et c'est ça le problème, je pense. Parce que évidemment, quand on déconstruit en permanence tout le système et qu'on ne sait plus qui est où, qui fait quoi, quelles sont les valeurs, etc., c'est pas très compliqué après derrière de réinjecter, d'inoculer en fait de nouvelles logiques. Et c'est pour ça que je trouve que, enfin en tout cas moi dans les différents échanges que je peux avoir avec ma propre famille, des fois je suis un peu déboussolé. Voilà, je voulais juste vous parler de ces éléments-là en guise de conclusion, parce que j'ai déjà été assez long. Donc le livre, évidemment, j'aborde ces sujets. Je voudrais dire que j'ai été assez frappé par la lecture d'un livre assez récent que j'ai reposé finalement la semaine dernière. C'est un livre de Boris Cyrulnik qui est sorti cet été là, et qui s'appelle Le laboureur et les mangeurs de vent. Et dont je vous recommande la lecture parce que finalement, il ne fait que résumer tout ce que je viens de vous dire. Et il met dos à dos, en fait, le laboureur et le mangeur de vent. Les mangeurs de vent, ce sont les fixistes, ce sont ceux qui acceptent, qui avalent la doxa telle qu'on va leur donner. Pourquoi? Mais parce que finalement, cette soumission est facile. C'est plus compliqué d'être un laboureur, de sortir des terrains qu'on va dire, que l'on vous a imposés. Donc, pour conclure, je vais le citer, parce que je trouve que c'est intéressant, puisqu'il nous dit, finalement, le choix est clair, mais il est douloureux. Ceux qui s'engagent sur le chemin de la liberté intérieure, donc le laboureur, perdront leurs amis, ils seront haïs par ceux qu'ils aiment, comme l'a été Hannah Arendt. Penser par soi-même, c'est s'isoler, c'est l'angoisse du prix de la liberté. Alors que ceux qui se soumettent à la parole d'un tyran adoré connaîtront un sentiment de sécurité, tous ensemble, collectivement, dans un groupe, un sentiment d'égalité, tous pareils, et enfin une gaieté carnassière qui leur permettra de danser sur les charniers, comme l'ont fait les gardiens SS à Auschwitz, les égorgeurs de Pol Pot ou les tribunaux d'adolescents chinois émerveillés par le grand timonier.
Comme nous l'avons vu, notre cerveau est donc notre meilleur ami, mais aussi notre pire ennemi. Ça, c'est pas Boris Cyrulnik qui le dit, c'est moi. Et par cette prise de conscience, nous pouvons agir sur le milieu qui agit sur nous, et inversement, en apprenant plusieurs manières de penser, en explorant diverses cultures. Bref, finalement, nous possédons tous les outils pour agir sur le réel qui agit sur nous. C'est notre liberté et notre responsabilité de devenir ou de rester ou de demeurer des laboureurs. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très clair en fait dans... Oui ? Je vous ai un peu cassé le moral. Non mais comme ça vous pouvez, vous pouvez voir... En fait, on a c'est malheureux, hein, mais en gros, avec ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine, on a finalement un terrain d'observation qui est complètement adapté à tout ce que je viens de vous dire. Malheureusement pour cette planète. Voilà. Je précise juste un dernier point, c'est que je trouve que, j'espère, mais je trouve quand même que notre jeunesse a un regard assez, peut-être plus aiguisé que nous. Et je pense que bientôt, enfin en tout cas, certains d'entre eux ont déjà compris le lien absolument étroit qu'il y a, selon moi, entre les logiques de justice internationale et les logiques de climat. Parce que si vous prenez les 5 membres du Conseil de sécurité, les 3 qui n'ont pas ratifié en fait, ou signé définitivement le statut de Rome, ce sont les 3 plus gros pollueurs. Est-ce qu'il y a un hasard ? Je ne sais pas, je laisse ça à votre sagacité. Voilà. En tout cas, merci de votre présence et je réponds à vos questions si vous en avez. Oui. Jean-Pierre Pacula, donc président de l'Association nationale des combattants des opérations extérieures. C'est pour revenir un peu sur la chronologie de faits par rapport à la mission que vous avez effectuée en Bosnie-Herzégovine. Donc on parle de guerre en Bosnie-Herzégovine 92-95. Donc les crimes de guerre se sont passés surtout pendant cette période. Or, vous y avez été longtemps après. Que restait-il à traquer à l'époque où vous y étiez ? Alors, en fait, c'est un petit peu comme ce que l'on peut vivre au Rwanda. Et si on fait le parallèle avec l'Ukraine actuellement, ce qui est assez incroyable, c'est que l'enquête est en temps réel en Ukraine. Donc pour répondre à votre question, et c'est toute la difficulté de ce type de contentieux, c'est qu'on enquête, l'enquête crime contre l'humanité est forcément éloignée dans le temps et dans l'espace de la scène de crime. Bon, maintenant, quand je disais ça, c'était avant l'Ukraine. Hein. Maintenant, on est un petit peu rattrapé par les faits. Mais donc, qu'est-ce qu'il y a à traquer en Bosnie-Herzégovine ? Eh bien, des fugitifs, c'est-à-dire ceux qui ont été identifiés comme étant des criminels de guerre par les différentes juridictions. Actuellement, c'est le mécanisme résiduel, hein, puisque le TPY a été dissous et c'est intégré dans les mécanismes. Donc on va retrouver ces gens-là qui font l'objet, pour certains d'entre eux, ou pas des fois, mais la plupart du temps c'est quand même le cas, d'une notice rouge donc, d'Interpol. Donc ils ont commis les faits en Bosnie-Herzégovine en 92, mais comme les crimes contre l'humanité, génocide, sont imprescriptibles, donc on peut enquêter. Voilà. Donc après, ils sont cachés en France. L'objectif est de les détecter et ensuite de mettre à exécution les différents mandats d'arrêt internationaux, sous réserve qu'il y en ait, ou sinon, en tout cas, de faire en sorte que la justice bosnienne, en l'occurrence, puisse voir arriver cet individu pour pouvoir le juger. Donc là, dans le livre en question, évidemment, j'ai changé tous les noms, etc. S'agissant du premier, puisqu'il a été jugé définitivement en Bosnie-Herzégovine, je peux donner son nom. Il s'appelle Radomir Šušnjar. Radomir Šušnjar, il a effectivement participé à ce qui pourrait ressembler à une sorte d'Oradour sur glane à Visegrad, où à cette époque-là, à Visegrad, il avait participé à la crémation d'environ 50 personnes dans une maison le 11 juin, je crois. Et donc, à cette époque-là, il était dans l'environnement d'un type qui s'appelle Milan Lukic et de son cousin Sredoje Lukic, que le général doit connaître là-bas.
Et il fait comme ça. Et donc, Radomir Šušnjar avait quitté la Bosnie, parce qu'évidemment, il était impliqué dans cette affaire, et donc il vivait en France tranquillement. Et donc, il a été arrêté, je crois que Romuald connaît bien l'histoire, il a été arrêté, et moi j'étais encore en Bosnie-Herzégovine à l'époque, Romuald qui est là, qui fait comme ça, qui a participé à l'arrestation de Radomir Šušnjar. Voilà. Donc voilà pourquoi, en fait, on peut, des années après, aller taper à la porte d'un individu en lui disant c'est le moment de rentrer au pays pour rendre des comptes, en tout cas, s'expliquer ce qui va se passer pour Félicien Kabuga dans 2 jours, puisqu'il sera jugé à La Haye. En général. On a traité des problèmes de criminels de guerre pendant près de 10 ans, alors que j'étais au renseignement militaire, et avoir sur le terrain pendant 1 an couru après Karadzic, Mladic et toute la bande. Je peux dire que, pour répondre à votre question, les enquêtes pour déterminer qui est criminel de guerre sont des enquêtes relativement longues, parce que ce sont des dénonciations qui sont faites. Or, dès 1995, je pense qu'il y a un certain nombre de personnes qui n'osaient pas se prononcer, raconter ce qu'ils avaient vu, et donc dénoncer des criminels de guerre. À l'époque, quand j'y étais, on estimait qu'il y avait à peu près 5000 criminels de guerre, dont simplement 250 étaient répertoriés sur les listes officielles et les listes secrètes, ce qui permettait de créer le trouble parmi un certain nombre de personnes. Donc, qu'en 2012, on continue encore à chercher des criminels de guerre, c'est tout à fait normal. D'autant que, et là je voudrais raconter un peu une anecdote qui m'est arrivée alors que je commandais en second les forces multinationales à Sarajevo, et je commandais aussi les forces françaises, notamment celles qui cherchaient les criminels de guerre. Un jour, on va à Srebrenica. Srebrenica, chacun sait qu'il y a eu 5000 morts, et chaque mort a pris une balle dans la tête. Donc ça a été quelque chose de plutôt organisé. Et je vais visiter le maire, et je vais visiter la ville, et je tombe sur le maire, et je pensais, et j'avais préparé un certain nombre de réponses à des questions du type on aimerait bien avoir plus d'eau, un pont à tel endroit, ou la route refaite. Vous voyez, ces problèmes qui sont des problèmes, je dirais, assez classiques. Et très rapidement, le maire nous dit, entouré d'un certain nombre de femmes qui, j'ai appris après, étaient les fameuses femmes de Srebrenica, pardon, et ce maire de nous dire, nous n'avons qu'un seul souci, c'est que la justice passe et qu'elle condamne tous ceux qui ont massacré nos frères et nos familles. Donc c'est ça, dans la reconstruction d'un pays, c'est une phase qui est incontournable. La justice doit passer. Et sinon, vous n'aurez jamais l'apaisement et vous n'aurez jamais la durabilité de la vie de la population. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça dure longtemps, parce qu'il faut chercher tous, surtout quand vous avez, je termine là-dessus, quand vous avez dans un village des familles qui savent pertinemment que celui qui habite au bout de la rue, qui est leur cousin, et qui a été vu, et qui est donc connu pour avoir violé 2 femmes et tué 3 personnes, et c'est un de ceux-là que j'ai eu l'honneur d'arrêter à Sarajevo, que ce garçon, il est toujours libre, il circule librement parce qu'il n'a pas été dénoncé, il ne fait pas l'objet d'une fiche rouge, comme vous le disiez tout à l'heure. Voilà. Ouais, Radomir Šušnjar a pris 25 ans. Voilà. Une question ?
Avant de poser la question, d'abord, je voulais vraiment vous remercier et vous dire à quel point, en tant que responsable du service historique, il y a quelques jours, nous étions au Conseil international des archives et un juge italien disait nous sommes, nous les juges, les gardiens de la vérité, vous êtes les conservateurs de la vérité. Et le responsable des archives a répondu, enfin le patron du Conseil international des archives a dit non, nous sommes simplement les conservateurs des preuves. Et les preuves qui sont le cœur de notre métier, conserver les preuves, c'est effectivement tout ce que vous avez cité, la Bosnie, le Rwanda, qui sont aussi le cœur de l'exercice du travail du service historique. Donc dans ce domaine, je pense que les lecteurs ne se sont pas trompés, et c'est vraiment, ça fait vraiment particulièrement sens pour nous ce soir de vous avoir ici et de vous remettre cette médaille, parce que c'est une démarche que nous partageons d'une certaine manière. Donc je voulais d'abord dire ça. Là aussi, parce qu'il faut avoir le recul nécessaire, et le seul... à chaque fois qu'on arrête des gens, ils nient absolument avoir participé au système, c'est Kabuga, etc. Mais l'autre jour, je regardais un reportage sur un type qui s'appelle Essad Lanjo. Vous le retrouvez sur Arte, ce reportage, assez intéressant, où on a un individu, on a une trajectoire en fait. On a cet individu qui était, alors pour le coup, bosniaque, qui était gardien d'un camp dans lequel des Serbes étaient enfermés à Chedivici. Et ce type-là nous explique... Alors, on le prend 15 ans après à la sortie de prison, à La Haye. Et donc, il revient sur sa vie. Et il dit au départ, c'est sympa, quoi. En fait, on draguait les filles, on buvait de la rakia, on tuait les gens, on était là pour défendre notre système. Ils nous avaient... Mais bon, ce qui était quand même sympa, c'est qu'on pouvait draguer des filles et puis boire de la rakia, quoi. Le reste... Donc, et après, il continue à expliquer que finalement, il était considéré comme un des meilleurs du groupe, et il est très, 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 très fier de pouvoir dire que son chef direct pouvait dire à tout le monde, ce type-là est remarquable. Quand on lui dit de torturer, il torture. Quand on lui dit de tuer, il tue. Voilà. Donc, il explique ça de manière très claire. Et ensuite, on le voit, en fait... Au début, très sûr de lui, en disant « mais moi, je ne reconnais pas la justice internationale, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, blablabla ». Et puis après, on le voit comme ça, à travers certaines séquences où il est filmé au TPY, et les victimes arrivent et expliquent tout ce qu'il a fait. Et là, il réalise, en fait, sans réaliser, finalement, tout le mal qu'il a pu transmettre. Mais quand on lui dit « mais quand même, est-ce que vous réalisez… » Donc 15 ans après, il dit « mais je n'arrive pas à mettre un visage sur mes victimes ». Il a complètement... voilà. Ce qui est très intéressant, c'est que... Alors, il considère que ce n'est pas les 15 ans de prison qui lui ont permis de s'émanciper, mais c'est plutôt le rôle de son avocate, charmante demeurant, et qui venait le visiter en prison, avec ses enfants, même sa famille, etc., et qui lui ont permis de se réhabiliter, avec aussi le travail des psychologues et des psychiatres. Et finalement, on le voit aussi à la fin, quand il rentre au pays, et il perçoit en fait le décalage qu'il y a entre ce qu'il est devenu, donc cette capacité de réhabilitation et d'intégration. Il avait compris en fait qu'il était parti, qu'on lui avait retourné le cerveau, à vrai dire. Moi, j'appelle ça le GHB, en fait, nationalisme, ethnique et religion. C'est une sorte de GHB où on a l'impression les types, tac, et là ils se réveillent, ils se disent mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et donc quand il rentre au pays, il perçoit le décalage entre ceux qui sont restés sur place, qui lui disent mais non, mais ce que tu as fait c'est vachement bien, c'est eux qui sont des cons, etc., etc. Et ce qu'il est devenu, où il comprend en fait toute la mécanique dans laquelle il a été pris à l'insu de son plein gré, comme diraient certains. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'aimerais savoir, monsieur, comment vous vous ressourcez quand vous avez vécu en fait, tous ces ravages et quand vous avez vécu en fait, toutes ces erreurs, et quand vous rentrez, de quelle manière vous pouvez oublier, en fait, si on peut oublier, de quelle manière vous vous ressourcez? En fait, déjà en faisant cette recherche-là, je
pense. C'est-à-dire que de me dire, bon, ok, voilà. Bon, déjà, premièrement, il y a une chose qui est très importante, c'est que quand on fait ce travail, on est comme un chirurgien. C'est-à-dire que on est là pour apporter des preuves et des témoignages, comme un chirurgien va découper un corps pour... voilà, donc, et c'est une façon, enfin pour moi, je ne sais pas, peut-être mes collègues qui sont dans la salle, que vous verrez après, pourront peut-être vous donner d'autres versions, mais en tout cas, je trouve que si on sait bien où on est, ce qu'on a à faire, et qu'on se dit qu'on ne va pas sauver le monde, parce qu'il est impossible de sauver le monde, et que notre objectif est de prendre la photo la plus précise possible afin de ne pas envoyer un innocent en prison, mais de faire en sorte que celui qui est responsable de ces faits puisse rendre des comptes devant ses victimes, ça nous amène à bien cadrer, vous voyez. Et après, une fois qu'on a pris la photo la plus précise possible, eh bien, on la transmet au magistrat, et c'est comme ça que les choses se font, et qu'après, derrière, il y a le jugement, etc. Donc si on sait bien à peu près où on est, on peut ne pas forcément trop se laisser prendre dans des difficultés d'ordre psychologique. Maintenant, l'autre élément aussi que je voudrais rajouter, c'est que la plupart du temps, comme on est, comme je l'ai dit tout à l'heure, éloigné de la scène de crime dans le temps et dans l'espace, c'est plus le cas pour l'Ukraine. Et quand vous êtes confronté à un travail quotidien, comme ça a été le cas de mes collègues de l'IRCGN, etc., avec du coup les douleurs des victimes en temps réel par rapport aux cadavres qui sont dans la morgue juste derrière, c'est encore certainement beaucoup plus compliqué. Mais ça, il n'y a que depuis le 24 février qu'on finit par le connaître, qu'on finit par le savoir en fait. Les autres fois, c'est pas pareil, mais même quand vous êtes un enquêteur de police judiciaire traditionnel sur des homicides, hein, quand vous arrivez sur un cadavre, c'est quand même toujours quelque chose de très violent. Hein. Voilà, donc bon, bah après, faut faire du sport, écrire, s'oxygéner. Ouais, une bière ou peut-être deux. Voilà. Et puis, mais bon, faut surtout bien savoir où on va et jusqu'où on peut aller et pas se dire qu'on va sauver le monde, quoi. Parce que. Mais chaque fois qu'on met une petite brique, c'est la petite brique. Vous voyez, moi je trouve que voilà, le fait d'avoir, on en a arrêté pas mal, hein, parce que finalement on avait presque un tous les 2 mois quand même. Quand vous renvoyez Sandoval en Argentine, voilà, vous vous dites retour chariot, tu vas rendre des comptes. Et c'est des petits trucs comme ça qui font que, voilà, Kabuga c'est pareil, il y a 1 million de morts hein, derrière qui vous regardent comme ça en disant c'est bon, tu as fait le job. Voilà. À vous remercier une fois encore et à vous féliciter. Je crois qu'on est tous encore plus convaincus qu'on l'était avant du fait que nos lecteurs ne se sont pas trompés vous accordant ce prix. Merci beaucoup. Et puis j'incite tous ceux qui le souhaitent à pouvoir poursuivre l'échange avec vous dans la pièce d'à côté autour du verre de l'amitié. Merci beaucoup.